Donc, comme promis ce matin dans l'interview avec ma collègue Claire Azéma, qui est maître de conférence en design à l'université Bordeaux-Montaigne, moi étant plus spécialisé sur l'anthropologie du design, je voulais vous parler de la carte postale illustrée. Étant donné que la carte postale, au départ, elle est illustrée graphique, et puis elle sera illustrée par la photographie. Donc, ce qui est le plus célèbre, et c'est intéressant d'en parler, dans la carte postale illustrée graphique, donc c'est une image gravée qui est reproduite, c'est à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. Il se trouve que cette exposition-là verra, bien entendu, je pense que tout le monde le sait, l'érection de la Tour Eiffel. Hein, donc cette magnifique construction qui était éclairée d'ailleurs au gaz, qui faisait comme ça dans Paris et qui fait encore un monument merveilleux, poétique et symbole d'architecture de fer, hein, donc de la modernité. La carte postale vraiment photographique, la photographie étant l'image moderne par excellence, donc on n'a pas du tout aujourd'hui évidemment la même perception de la photographie qu'à cette époque, s'inventera non pas à Paris mais à Marseille par un amateur de photographie, un amateur excursionniste comme on disait à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui organisait des randonnées, donc des excursions comme il y avait autour de la ville de Marseille notamment. Et qui s'appelle Dominique Piazza, qui n'était pas photographe de profession, mais qui était plutôt négociant. Alors que l'exposition plutôt de la photographie, je veux dire l'exposition sociale de la photographie commence à exister, en 1891, lui, il a l'idée d'illustrer donc une carte postale d'ailleurs publicitaire, par une photographie. Et c'est en cela que, évidemment, il va être suivi très très vite dans les années qui suivent par des éditeurs qui vont devenir très importants. Je ne vais pas tous les nommer, ça ne sert à rien, mais qui vont prendre une ampleur considérable en France et bien sûr à l'étranger, pour présenter en carte postale le monde tel qu'il était, à la fois d'ailleurs la tradition, mais aussi l'actualité, l'événement. Donc la photographie, c'est l'image par excellence. La question évidemment posée, c'est que la photographie, à ce moment-là, va présenter une nouvelle imagerie du paysage, hein. Donc, avec la capacité de retouche, vous savez qu'on parle du numérique, mais il y avait beaucoup de possibilités de faire des retouches, même si la photographie à l'époque était plutôt reçue comme une image objective. En réalité, les vagues étaient stylisées, voilà, puisqu'il y avait des plaques de verre. On pouvait faire beaucoup de choses. Par exemple, les grands incendies, les flammes étaient exagérées, etc. Donc une image reste une image. L'intérêt de la carte postale, c'est que c'est à la fois une image, mais c'est aussi un objet postal, un objet qui va être adressé à quelqu'un, et on a la caractéristique d'avoir une normalisation de cette image, d'abord par les postes, mais progressivement, donc, elle va devenir un support publicitaire, mais aussi un support de valorisation du patrimoine. Et aussi, d'ailleurs, dans la carte postale touristique, une image qui va témoigner d'un voyage, d'un déplacement, voilà. Et donc une image qui fait bouger, hein, qui permet en réalité, par le tourniquet, etc., de voyager. Hein. Donc à la fois quand on reçoit la carte postale, et puis bien sûr quand on est présent, puisqu'on achète la carte postale là où elle est produite, hein, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a en même temps la carte postale et on a en même temps le paysage, avec bien sûr ce qui diffère, le paysage perçu de visu, hein, et on a aussi une représentation de cette perception, enfin, de ce paysage en perception. Donc, alors, la caractéristique quand même, et c'est très important, de l'image, c'est qu'elle est synchronique, elle n'est pas diachronique, hein, comme le texte. Et donc cette synchronie permet
d'une certaine manière, de ramasser l'espace-temps dans un seul regard et de faire en sorte que cette écriture et cet envoi deviennent un moment privilégié, un moment où on pense, bien sûr, à ce qu'on vit et qui nous permet de faire des souvenirs, comme on dit simplement, de faire en sorte que ce temps-là et on sait comment l'importance, d'ailleurs, dans l'enfance, d'envoyer des cartes postales en famille, d'ailleurs, et ça évoque souvent l'enfance. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à la nostalgie, voilà. Donc, adresser une carte postale, c'est pas simplement un geste technique d'envoi postal, mais c'est aussi penser à ceux qui sont pas là et qu'on aime et leur faire un coucou, bonjour, je suis là. Donc c'est très important, cette idée de l'enfance, des souvenirs et de la correspondance, qui est aussi d'ailleurs une correspondance poétique, au sens où peut-être on entendrait le poète. Voilà. Donc, ce qui est très important aussi, c'est que la carte postale, c'est aussi la construction d'un imaginaire collectif. Pourquoi? Parce qu'elle va, de manière assez stéréotypée d'ailleurs, présenter des pays, divers pays, divers contrées, divers villes, divers villages, donc donner une représentation à un moment donné, puisque en gros ça va circuler de manière très ample entre 1898 on va dire et puis 1920 jusqu'en 1930. C'est important au moment où bien sûr il y aura la presse magazine, où on va pouvoir reproduire très bien les photographies, parce que c'était difficile et cher de reproduire les photographies, notamment dans les magazines mensuels, ou elle a encore plus bien sûr dans les quotidiens. Dans le quotidien, on se servait finalement de la photographie pour créer des gravures. Donc la carte postale était le vecteur privilégié de l'image moderne qu'était la carte postale, qui rendait compte effectivement du visage des régions, et ce dans tous les pays industrialisés. Ce qui est important aussi, c'est aussi une vision occidentale dans tous les pays développés qui permettait. On a même créé l'Union postale universelle qui permettait, pour une modeste somme, de pouvoir comme ça faire circuler des imaginaires, souvent d'ailleurs, je l'ai dit, stéréotypés. La carte postale, c'est quoi? C'est l'image du bonheur, dont je l'ai dit, c'est l'image du progrès technique, du confort moderne. Et ça paraît très important. Donc on a, par rapport au paysage, ce que j'appellerais une médialité paysagère, c'est-à-dire que cette image permet d'entrer dans un paysage, de le faire sien, de faire que finalement le paysage de carte postale, tout le monde le connaît, et c'est à la fois une norme, mais c'est aussi une manière de figurer la réalité de l'espace en paysage, et donc avec cet usage ordinaire, cette diffusion de masse de cette image, de créer un imaginaire collectif. D'une certaine manière, alors, et se posera la question, j'en ai parlé un peu ce matin, du regard. Donc, comment interpréter une carte postale? Alors, de photographique. D'abord, il pourrait dire que la carte postale photographique, c'est d'abord une photographie de paysage. Donc, elle a tout l'aspect de la photographie. Ça veut dire la construction d'un point de vue, d'un angle de vue, d'une focale, donc d'une intention, d'une intentionnalité même de faire de la représentation, et d'une certaine manière de faire image. Donc on a derrière toujours le regard du photographe. Derrière, c'est pour ça qu'il y a des cartes postales d'ailleurs de grande qualité et photographique, ou de peu de qualité, ça dépend évidemment des éditeurs, et on a tendance à globaliser, alors qu'en fait l'édition est, en dehors de la qualité même de la reproduction d'image, suivant les photographes, évidemment, l'édition est de qualité peut-être plus ou moins intéressante. Voilà. Cette qualité-là de l'image, elle est fondamentale pour tous les objets d'ailleurs imprimés. On sait combien les livres sont pénibles pour certains photographes quand le niveau de gris, si c'est du noir et blanc, n'est pas respecté, ou la colorimétrie, quand c'est un tirage en quadrichromie, etc.
Alors, d'une certaine manière, on peut dire que la représentation photographique, là, on est donc en Lot-et-Garonne, dans la vallée du Lot, on est sur la représentation photographique d'un certain nombre de personnes. Alors, de personnes en situation et bien sûr de lieux, hein, et ces lieux-là sont Saint-Sylvestre-sur-Lot d'un côté de la rive et de l'autre Pennes d'Agenais. Et ça me permet de voir en sorte, de faire en sorte que la photographie, là, il y a quelques images de l'observatoire du paysage, devient une analytique de l'espace, une analytique du paysage à travers l'espace, donc, mais aussi de comparer à travers le temps. Hein. On a le noir et blanc et la couleur qui vont donner bien sûr une autre dynamique à l'image, mais cet ensemble territorial paysager, on peut y voir à la fois l'assise symbolique d'une image, mais aussi la construction d'une configuration paysagère. Hein. Alors, étant entendu que le paysage ici a beaucoup évolué. Là, je montre des vues aériennes aussi, et puis on a ces fameuses vues depuis Saint-Sylvestre sur l'autre rive où se dressait un moulin, par exemple, et un pont à haubans. Qui va évoluer, puisqu'aujourd'hui, ce pont a été construit en 1835 et qui va, bien sûr, avec le temps évoluer. Et aujourd'hui, enfin depuis les années 1960, on n'a plus trace ni du moulin lui-même, ni du pont, puisque donc, le pont a été remplacé à partir de la Seconde Guerre mondiale. Hein. Donc aujourd'hui, on n'a plus trace du moulin, ni du barrage, ni de l'écluse, mais on a trace d'un nouveau pont. Hein, donc le paysage a complètement évolué. Ça veut dire que derrière une image photographique, il y a un regard, hein, un regard qui est construit. Donc l'image est à déchiffrer. Elle est à déchiffrer parce que elle met en valeur là des motifs. Hein, on va dire voilà, il y a le motif du moulin, du pont. Vous voyez, ça continue à travers le temps. Hein, ça va du début du XXe siècle jusqu'aux années 40, 50, 60. Hein, et donc chaque plan présente le paysage d'une certaine manière. Hein, et donc l'image témoigne de quelque chose. Alors si peut-être on va revenir là, on voit la vallée du point de vue du coteau de Péragude, on ne va pas la voir de la même manière, c'est-à-dire que ce coteau qui se dresse et qui est d'un certain, comment on pourrait dire ça, d'une certaine configuration paysagère. De l'autre côté, du point de vue de Saint-Sylvestre, c'est la vallée du Lot, mais avec des plateaux, et qui va faire sur 3-4 km avant qu'on retrouve des coteaux. Hein, donc il y a un côté de la vallée qui permet un horizon éloigné, alors que quand le coteau est évidemment à côté de la rive, l'horizon est bouché. Hein, l'horizon est totalement bouché. Et ça, c'est évidemment très intéressant de voir voilà, ces étendues du point de vue aérien ou du point de vue là, de la vue de Péragude. Là, on a une vue au départ du début du XXe siècle, et puis là, une vue assez récente, voilà, aujourd'hui. Hein, donc, on voit bien un côté qui est un coteau boisé du côté de Péragude, et puis des parcelles cultivées du côté de Saint-Sylvestre-sur-Lot, pardon. Donc ce qui est très important, c'est qu'il y a toujours une dimension objective dans l'image photographique, enfin au moins objectivante, mais aussi une dimension de fiction. Hein. Donc en fait, la fiction, elle n'est pas le contraire de la réalité. Hein. Il y a une perception ordinaire par la carte postale, bien sûr. Il y a une vision des choses qui n'est pas très spectaculaire, plutôt, elle peut avoir des accents pittoresques, etc. Mais en même temps, qui recèle dans
dans ce pittoresque un rapport aux valeurs, un rapport esthétique au paysage. Hein. Donc ce qui est très important d'une certaine manière, c'est de saisir que cette vue n'est pas une vue objective. Hein. C'est une vue, là on a une image des années 30, c'est une vue qui est à la fois choisie par les photographes, mais le point de vue est souvent celui qui devient le point de vue commun, absolu au sens où c'est le point de vue autorisé. Hein. Mais ce point de vue, il est construit culturellement. Hein. Il s'inscrit dans une historicité des usages de l'image. Hein. Et cette image-là, elle est en l'occurrence la carte postale, une image photographique qui va circuler, bien sûr, à travers le réseau postal, mais aussi, une fois qu'elle a circulé, être collectionnée dans des albums. Donc ces moments dont je parlais, privilégiés, qui rappellent l'enfance, qui rappellent le voyage, qui rappellent beaucoup d'une expérience, on va dire, extraordinaire, elle se célèbre d'une certaine manière par une photographie qu'on envoie et qui devient un paysage de carte postale, ce qu'on appelle aujourd'hui un paysage carte postale. Simplement, ce paysage de carte postale, c'est une image trace, c'est une image témoignage, oui, si on veut, elle peut être donc considérée comme une archive. Donc d'un côté, elle est de ce côté-là, ce qu'on appelle, je dirais, l'image devient une chimère. Hein. Elle permet d'une certaine manière au territoire de se déterritorialiser, de faire en sorte qu'on se détache de ce déterminisme pour inventer quelque chose d'autre, une petite ritournelle imagée. Et donc, il est évident que, comment je dirais, on n'est pas directement face à un paysage. On construit, si on n'a pas cette construction du regard, on ne voit pas grand-chose. Et même les habitants on le sait, les habitants d'un territoire, d'une certaine manière, vont pas lire une photographie comme celui parce que pour eux, il y aura beaucoup de récits, comme celui qui arrive pour un bout de temps, donc en général, on va dire, mais sans caricaturer on va dire le touriste, hein, qui va d'une certaine manière faire en sorte que cette image devienne le témoignage de son séjour. Mais d'une certaine manière, c'est un territoire qui devient, ce territoire paysager, un territoire intime, mais qui est menacé d'une certaine manière, parce que le temps passe, quelque chose fait en sorte que c'est un moment de vie et qui va continuer. Hein. Alors la photographie, donc, c'est un signe spatial, c'est un signe de représentation, mais en même temps qui oscille entre le réel et le métaphorique, mais en fait c'est une forme sensible de médialité, c'est-à-dire c'est pas tout à fait ce que j'ai moi dans ma tête comme représentation, ni le paysage extérieur qui existe évidemment en dehors de ma propre imagination et qui se présente à mes yeux dans une certaine construction. Donc c'est médial dans la mesure où c'est construit dans un entre-deux. Hein, entre l'intelligibilité et de ce que je peux percevoir et le sensible qui m'anime, hein, ma propre sensibilité. Donc d'une certaine manière, ce paysage de carte postale, il devient une image sensible, donc une image paysage, hein, une image qui fait paysage, une image qui devient elle-même paysage. Hein. Donc c'est très important, ces formes microsociales qu'on construit et qui permettent d'une certaine manière de faire en sorte que l'image devient une relation à l'espace, au temps, à l'espace-temps, mais aussi une relation à l'autre, hein, à celui qui va recevoir cette image et d'une certaine manière faire avec. Hein, en termes d'image paysage, évidemment, la structure d'horizon est fondamentale parce que c'est ce qui va caler. Hein, c'est pour ça que je parlais d'un horizon bouché ou d'un horizon élargi, ce qui est le cas dans la vallée du Lot, puisqu'elle s'élargit à partir de Villeneuve-sur-Lot en allant vers Fumel. Mais ce qui est important, c'est que cet aspect symbolique finalement rencontre une poétique particulière. Hein, et qui est à la fois, comment on pourrait dire, une image, témoignage d'une réalité, et empreinte d'une réalité, et aussi une image qui fait lien. Hein.
Donc voilà ce que je pourrais dire. Donc il y a une spécificité de l'image paysage de carte postale qui fait en sorte que cette image adressée nous fait entrer dans un imaginaire particulier. Hein. C'est ça qui est important. Donc, alors, un certain nombre de questions se posent. Qu'est-ce qu'une image, hein, d'une certaine manière? Si une image cristallise un événement, moi je dirais une image, c'est ce qui fait en sorte que un événement prend corps, permet de devenir pour soi quelque chose de précieux, quelque chose d'identité. J'aime pas ce mot d'identité, mais quelque chose de son propre subjectivité. Hein, voilà. Et donc, d'une certaine manière, la construction paysagère fait partie de notre univers. Hein. Elle nous permet de ménager notre propre rapport à l'espace en posant des jalons, hein, à notre façon. Hein. Donc, ce qui est paradoxal donc, à la carte postale, c'est que c'est une image de masse, produite en masse, par une industrie de masse, hein, puisque, alors c'est compliqué parce qu'au départ, il y a à la fois des productions très locales, donc de photographes locaux qui vont commercialiser localement leurs images, mais aussi il y a des éditeurs très importants, je l'ai dit un petit peu, comme Nerdin par exemple, comme... bon, on peut en citer plein. Donc on a un paradoxe. Alors comment se faisait le reportage photographique? Par le chemin de fer. Il faut savoir que le développement du chemin de fer, puisque le matériel photographique était très lourd à l'époque, hein, donc il fallait vraiment le transporter. Et donc c'était transporté par le chemin de fer. Mais il y a aussi, une fois que... et par un vélo, qui pouvait aussi porter, qui était adapté au matériel. Un vélo où on pouvait aussi, d'ailleurs, je fais ce geste parce que, évidemment, il fallait faire le noir. Et alors, bien sûr, les temps d'exposition n'étaient pas du tout les mêmes, etc. Donc, il y a aussi ce côté un peu nostalgique, hein, du photographe artisan. Bon, bien sûr, maintenant, on fait une photo comme on respire, parce qu'il y a enfin, au moins une image, moins un visuel, même si c'est, bon, voilà, les logiciels peuvent corriger tout ça avec le numérique. Donc on est dans un autre temps. Simplement, ça continue et il y a encore quand même 250 millions de cartes postales qui circulent. Bon, enfin, je me méfie de tous ces chiffres, voilà. Mais en même temps, cette industrie donc va faire en sorte que cette image de masse devienne collectionnée, donc devient une image intime. Hein, c'est un peu quelque chose d'assez paradoxal. Alors, je dirais d'une certaine manière, cette image, elle est habitée par l'usager. Elle devient, une fois collectionnée, hein, voilà, c'est mon image, c'est à moi, même si je ne l'ai pas produite, et je peux me l'approprier. Je peux en faire, d'une certaine manière, collection. Voilà ce que je pourrais dire. Spécifiquement, je ne vais pas me présenter comme le spécialiste de la vallée du Lot, ce que je ne suis pas. Ce qui m'a intéressé dans ce travail avec ces images, d'exploration de ces images, c'est aussi j'aurais pu montrer le rapport entre la photographie elle-même et la photographie de carte postale, parce qu'elle a été quand même beaucoup photographiée. C'est un paysage assez caractéristique. Mais le grand événement, ça a été le fait qu'on a voulu construire des centrales hydroélectriques, tout simplement aussi par besoin de développement économique, parce qu'il y a eu des problèmes sérieux et que, effectivement, les années 60 ont transformé déjà à la hauteur de la rivière, faire en sorte que le cours d'eau a monté, voilà, on a produit évidemment de l'électricité, ce qui a amené plus de richesses locales. Et puis Saint-Sylvestre-sur-Lot, par exemple, c'est de plus en plus développé, pas simplement par l'agriculture, enfin c'est toute une histoire et toute une mémoire, évidemment. Et Pennes d'Agenais, qui est un lieu en face, hein, donc qui en l'occurrence Port de Pennes, comme on disait à une époque, c'était un mot dépendant de Pennes. À une époque, je crois même une commune indépendante, avait une activité de portuaire fluviale, hein, comme on sait avec les gabarres, toute cette mythologie de la gabarre, mais qui a existé en réalité, puisque les voies fluviales étaient des voies de circulation. Hein, ce qui est quand même important de rappeler, évidemment, avant le train. Bon, le train va évidemment
faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de trafic, mais les rivières étaient navigables et il y avait énormément de ports qui amenaient d'ailleurs de l'activité économique hein, dans ces ports fluviaux qui étaient source de richesse. Voilà, donc moi je renverrai aussi au rapport et au site de l'Observatoire du paysage. Alors en l'occurrence, on l'a sur tous les paysages de France, mais là, par exemple, sur l'Observatoire du paysage concernant la vallée du Lot en Lot-et-Garonne, mais vous avez aussi la vallée du Lot dans le Lot, hein, dans le département du Lot. Alors, on a donc je disais tout à l'heure, des motifs photographiques, mais on a aussi ce que j'appelle des scènes, hein, c'est-à-dire la construction de cet espace terrestre, de cette étendue terrestre qui devient une étendue scénique. Tout simplement parce que l'image a construit est constante d'une certaine dramaturgie, qu'on le veuille ou non, hein, plus ou moins maîtrisée. Il se passe des choses émotionnelles entre les personnages, les humains, les non-humains, les arbres, là en l'occurrence l'eau, hein, donc il y a le rythme du flot qui évidemment depuis que les barrages ont été construits est très lent, ça a d'ailleurs développé plutôt la pisciculture, etc. Donc on a des unités paysagères qui ont changé, mais aujourd'hui, par exemple, le barrage et l'écluse, qui existe encore un peu, mais a complètement été modifié, alors que dans l'imagerie de ce paysage du Lot, évidemment, c'est très important. On a le port fluvial, j'en ai parlé, on a aussi l'affleurement calcaire, puisqu'il y a des endroits, je pense à Lustrac, au moulin de Lustrac, où la falaise vient comme ça rencontrer l'eau hein, du Lot. On pense ça aussi en Dordogne, évidemment, qui n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, d'une certaine manière. On a aussi le verger. Donc, on passe du vaste champ hein, au petit champ, à la prairie, etc. Donc, on a beaucoup de choses, et des haies aussi, on a des choses comme ça. Et donc, des ponts, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quand même le pont. Donc, on traverse la rive et puis on a des vues du pont. Hein, alors en l'occurrence là entre Saint-Sylvestre sur Lot et puis Penn, on avait le pont à Auban construit en 1835, je l'ai un peu parlé, mais j'en ai un peu parlé, qui était toute une poésie. On a aussi des images, je ne crois pas les avoir montrées là, mais très intéressantes parce qu'il faudrait bien sûr beaucoup de temps. L'église aussi qui est un point de repère, hein. Donc ces points de repère sont aussi des motifs, mais aussi des manières de construire, de faire que le paysage devient scénique, hein, devient une manière d'être et d'exister. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, on est un petit peu friand de cette lenteur, hein, puisque le paysage c'est aussi le corps qui est en mouvement, voilà, il doit être perçu donc ce paysage, hein, donc en étant perçu, il peut pas être c'est vrai que si on est dans une autoroute, on perçoit le paysage de manière, avec le train c'est pareil, de manière différente que si on est un promeneur ou si on est en randonnée cycliste, etc. D'ailleurs les premiers excursionnistes faisaient beaucoup de photographies, mais beaucoup de vélos. Que le vélo, c'est aussi un instrument moderne. C'est le vélocipède, mais la bicyclette, ça a été très important hein, au 19e siècle. C'est pas si ancien que ça. Hein. Voilà. Et puis, bien sûr, on a la vue aérienne. La vue aérienne, ça apparaît dans les années 1910. On est compte, voilà, par la photographie, on a des vues aériennes. On n'a pas simplement des perspectives aériennes comme on avait dans la peinture classique. Là, on a vraiment des vues aériennes. Donc, bien sûr, les configurations paysagères, vues du haut, n'ont rien à voir. On pense aussi à la montgolfière, hein, toutes ces images de photographie qui sont autant de manières d'appréhender le paysage. Hein, les méandres du Lot, faire en sorte qu'on voit aussi les bourgades, hein, comment l'espace se distribue, les monuments, etc. Donc, d'une certaine manière, émerge comme ça à travers les cartes postales et la photographie de paysage, à la fois une manière nouvelle de percevoir la réalité paysagère, mais aussi d'inventer un nouvel imaginaire. Hein.
Voilà. Donc, je vous recommande quand même cet endroit, aller voir et puis aussi se pencher sur ces images. Enfin, moi, je suis un peu un passionné de ces images que j'appelle des images de peu, c'est-à-dire des images non spectaculaires, des images un peu ordinaires, mais qui permettent le petit pas, hein, le pas du possible, le pas d'un faire avec le monde, qui permet à sa manière, dans son rythme particulier, d'entrer dans une puissance, d'une certaine manière, dans une puissance d'être, dans une puissance d'existence, dans une façon de s'ouvrir à l'autre, dans une altérité, comme on pourrait dire, dans une altérité modeste, sans grande majesté, mais en même temps avec beaucoup de puissance de vie, puissance vitale, puissance où l'espace est ménagé, hein, non pas aménagé. Et je crois qu'aujourd'hui, où se posent énormément de problèmes d'environnement, ça fait du bien de poser son regard sur ces images et de sentir à travers ces images toute cette mémoire qui nous anime, mais une mémoire qui nous permet à la fois d'une nostalgie, mais aussi une promesse de futur. Hein. Je dirais ça, c'est un peu ce paradoxe de l'image qui est une promesse d'utopie, comme je disais puisque j'ai consacré 2 livres à ça, une promesse d'utopie et à la fois une nostalgie, une douce nostalgie. Voilà, merci. Il y a une succession de canards. C'est magnifique. C'est quoi? C'est ma femme qui m'intéresse. Hein? C'est un leurre. C'est un leurre? C'est qui à eux? Oui, coucou, je viens juste finir l'interview. Le rec? Guillaume? Et à l'instant, c'est marrant, c'est vraiment communication. Oui, on t'attend où?